Les écoles viennent de fermer et en ce moment, dans des millions de foyers en Espagne, aux États-Unis, au Mexique ou en Colombie, les parents font exactement la même chose. Prendre le tube de crème solaire, appeler les enfants et leur en mettre avant qu'ils ne sortent dans la rue. Et c'est, sans aucun doute, un acte de soin maternel, de protection et d'amour. Et il y a une partie de cet acte qui est bonne. Le soleil, sans protection, lors des moments de plus grande intensité, peut endommager la peau, et cela est réel et indiscutable. Mais il y a une autre partie de cet acte que presque personne ne remet en question. Que contient ce flacon? Quelle molécule appliques-tu sur la peau d'un enfant en développement? Que fait le corps avec elles une fois qu'il les a absorbées? Tu ne t'es probablement jamais posé la question, et aujourd'hui, nous allons le faire. Parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes ne vient pas d'un activiste, et ce n'est pas non plus une page Instagram de médecine alternative qui le dit. C'est l'organisme qui régule les médicaments aux États-Unis qui le dit. Et qu'est-ce que cela dit? Cela devrait figurer sur l'étiquette de chaque flacon de crème solaire dans le monde, mais ce n'est pas le cas. Et c'est pour cela que nous sommes ici, parce qu'il se trouve que la FDA, qui est l'agence qui régule les médicaments aux États-Unis, comme je te le disais, cela fait des années qu'elle passe en revue les filtres solaires commercialisés sur le marché. Et en 2021, elle a publié une mise à jour de cette revue qui est complètement passée inaperçue auprès du grand public. La FDA a analysé 16 filtres solaires les plus utilisés au monde, ceux que l'on trouve dans les flacons que tu achètes à la pharmacie, au supermarché ou même à la station-service, avant d'aller à la plage, et elle les a classés en 3 catégories. La première catégorie s'appelle Grace, généralement reconnue comme sûre et efficace. Généralement reconnue comme sûre et efficace, c'est sa traduction. Et pour entrer dans cette catégorie, un ingrédient doit avoir suffisamment de preuves scientifiques accumulées démontrant qu'il est sûr pour une utilisation régulière à long terme sur une peau saine. Et pas seulement qu'il fonctionne comme un filtre contre les ultraviolets, qu'il soit sûr pour l'organisme. Et seuls 2 filtres ont obtenu cette classification, l'oxyde de zinc et le dioxyde de titane, les 2 minéraux. La deuxième catégorie regroupe les ingrédients directement classés comme non sûrs. Et ici, 2 filtres sont tombés dans cette catégorie. Le PAVA ainsi que le trolamine salicylate ont désormais presque totalement disparu de l'ensemble du marché. Et enfin, il existe une troisième catégorie très spécifique dont personne n'a encore parlé dans les médias, et celle-ci s'appelle officiellement données insuffisantes. Cela ne signifie pas qu'ils sont sûrs. Cela ne signifie pas non plus qu'ils sont dangereux, cela signifie que la FDA ne dispose pas de suffisamment de preuves scientifiques pour pouvoir affirmer avec certitude qu'ils sont sûrs pour une utilisation régulière, tout au long d'une vie. 12 filtres sont tombés dans cette troisième catégorie. Les plus importants se trouvent dans pratiquement toutes les crèmes solaires conventionnelles. Il s'agit plus précisément des substances suivantes: l'oxybenzone, l'avobenzone, l'octinoxate, l'octisalate, l'homosalate et enfin l'octocrylène, qui sont tous des composants chimiques. Les noms sont très étranges, mais ce que je te suggère, c'est d'aller tout de suite ouvrir le flacon de crème solaire que tu as chez toi, lis les ingrédients actifs et il est très probable que tu trouves un ou plusieurs des noms que je viens de te donner. Et dans cette catégorie, ils sont classés comme ayant des données insuffisantes. Ils sont dans cette catégorie depuis 2021, soit 5 ans à ce jour, mais ils restent sur le marché, ils sont toujours là et continuent d'être les plus vendus au monde. Et les recherches indépendantes publiées pendant cette période ne sont en réalité pas vraiment rassurantes. Parce que la FDA ne les a pas interdits, elle les a signalés comme étant en attente d'une étude supplémentaire. Et l'industrie, en attendant ces études, peut continuer à les commercialiser.
Et c'est ce que dit le régulateur, mais maintenant, voyons ce que disent les études. Jusqu'à relativement récemment, l'idée générale concernant les crèmes solaires était qu'elles agissaient à la surface de la peau, que les filtres chimiques absorbaient les rayons ultraviolets dans la couche la plus externe et qu'ils restaient là. Mais cela s'est avéré faux. En 2019, le propre laboratoire de recherche de la FDA a publié une étude dans la revue JAMA, Journal of the American Medical Association, qui a mesuré l'absorption systémique de 4 filtres solaires chimiques, l'avobenzone, l'oxybenzone, l'octocrylène et les capsules. Les participants ont appliqué de la crème solaire sur 75% de la surface corporelle 4 fois par jour pendant 4 jours et les niveaux de ces filtres ont été mesurés dans le sang. Les 4 filtres sont apparus dans le sang après le premier jour d'utilisation. Et leurs concentrations ont dépassé le seuil de sécurité de la FDA qui est de 0,5 nanogrammes par millilitre et qui est le niveau à partir duquel des études de sécurité supplémentaires sont requises. Les résultats étaient si frappants qu'en 2020, le même laboratoire a élargi l'étude à 6 filtres, les 4 précédents, plus l'homosalate et l'octisalate avec le même protocole, et ils ont obtenu le même résultat. Tous sont apparus dans le sang, tous ont dépassé le seuil, et ce qui est encore plus pertinent, l'oxybenzone et l'homosalate restaient au-dessus du seuil de sécurité 7 jours après avoir cessé d'appliquer la crème. 21 jours plus tard, ils étaient encore détectables. Pour l'oxybenzone, les données sont particulièrement frappantes. Une analyse d'absorption publiée en 2024 documente que l'oxybenzone peut atteindre une concentration plasmatique de 258,1 nanogrammes par millilitre après une seule application sur 75% de la surface corporelle. Et pour que tu comprennes l'ampleur de ce chiffre, cela représente plus de 500 fois le seuil de sécurité de la FDA. Et que fait cette oxybenzone? Une fois dans ton sang, c'est ici qu'intervient le mécanisme qui inquiète le plus les chercheurs. Elle provoque une perturbation endocrinienne, et un perturbateur endocrinien est une molécule qui interfère avec le système hormonal du corps. Il ne le bloque pas directement, il limite, le bloque ou l'amplifie d'une manière que le corps ne reconnaît pas comme étant la sienne. Et ce type d'interférence est particulièrement problématique à 2 moments de la vie. La grossesse, merci, et l'enfance. Parce qu'à ces moments-là, le système hormonal est en train de construire des choses, il programme le développement, et un signal hormonal incorrect, au mauvais moment, cela peut avoir des conséquences qui ne sont pas visibles immédiatement. Une revue systématique de 23 études publiée en 2017 a trouvé des preuves de lien entre l'exposition à l'oxybenzone et des dommages reproductifs, ainsi qu'une revue. Sur 254 études publiées en 2023, elle a trouvé des preuves croissantes des propriétés de perturbateurs endocriniens de l'oxybenzone lorsque la crème solaire est appliquée normalement. Et les conséquences sont plus préoccupantes que les éventuels problèmes de reproduction. Un article scientifique? Merci. Publié en 2025 dans PMC avec un accent particulier sur le syndrome des ovaires polykystiques, il a documenté que l'oxybenzone et l'octinoxate, 2 des filtres les plus utilisés, présentent une activité œstrogénique et anti-androgénique, interfèrent avec les enzymes stéroïdogéniques, modulent l'hormone thyroïdienne et induisent un stress oxydatif. Et tous ces composés, ce sont des mécanismes qui se recoupent avec la physiopathologie du syndrome des ovaires polykystiques. Il existe une revue de 29 études publiées en 2020 par des chercheurs de l'Université de Californie et financées par le NIH. Elle conclut que les preuves disponibles ne sont pas suffisantes pour établir une relation causale définitive entre l'oxybenzone et les dommages reproductifs chez l'humain. C'est un article sérieux, sans conflit d'intérêt déclaré, et il faut en tenir compte. Mais regarde bien ce que cela dit exactement.
que les preuves ne sont pas suffisantes pour établir une causalité. Cela ne dit pas que c'est sans danger. Cela dit que nous n'en savons pas encore assez. Et c'est exactement ce que dit la FDA lorsqu'elle la classe comme ayant des données insuffisantes. Ce n'est pas un débat entre ceux qui disent qu'elle est dangereuse et ceux qui disent qu'elle est sûre. C'est un débat entre ceux qui trouvent des signaux d'alerte et ceux qui disent que ces signaux nécessitent plus de confirmation. Dans ce scénario, la question n'est pas scientifique, elle est personnelle. Que fais-tu pendant que les scientifiques tranchent le débat? Pendant qu'ils résolvent le débat. Et il y a un détail supplémentaire dont on parle rarement. L'oxybenzone est aussi un agent favorisant la pénétration, c'est-à-dire une molécule qui aide d'autres molécules à pénétrer la peau, ce qui signifie qu'elle ne pénètre pas seulement elle-même, mais qu'elle facilite aussi la pénétration d'autres ingrédients du produit en plus grande quantité. Et ce que je viens de te dire, merci. Ce n'est pas une théorie, car c'est ce qui a été documenté dans des revues indexées. Et c'est la raison pour laquelle l'Union européenne, qui a des normes réglementaires plus strictes que les États-Unis, dans ce domaine a déjà réduit les limites maximales autorisées d'oxybenzone et d'omosalate dans les produits cosmétiques. Maintenant, passons aux chiffres. Ce chiffre. Celui qui apparaît sur le flacon et qui, pour la plupart des gens, est le seul critère de choix, le SPF. Et SPF signifie Sun Protection Factor, c'est-à-dire facteur de protection solaire. Et presque tout le monde l'interprète de la même façon. Plus le chiffre est élevé, plus la protection est grande. SPF 50 protège plus que SPF 30. SPF 100 protège 2 fois plus que SPF 50. Mais en réalité, ce n'est pas correct. Et pas dans les nuances, dans l'idée centrale. Avant d'entrer dans l'idée centrale, je vais te donner une information. Les rayons UVB sont la bande ultraviolette à ondes moyennes avec des longueurs d'onde comprises entre 280 et 315 nanomètres. C'est elle qui provoque les brûlures visibles et qui est la principale responsable du cancer de la peau dans les couches externes. Eh bien, le SPF mesure quelque chose de très précis. Quelle quantité de rayonnement UVB est nécessaire pour que la peau rougisse avec la crème solaire appliquée comparée à la quantité nécessaire sans elle? C'est essentiellement un ratio de brûlure et rien de plus. Sans elle, c'est essentiellement un ratio de brûlure et rien d'autre. Et l'échelle n'est pas linéaire. Un SPF 15 bloque 93% des rayons UVB. Un SPF 30 bloque 97%, un SPF 50 bloque 98%. La différence donc entre un SPF 30 et un SPF 50 n'est que d'un point de pourcentage en termes de protection réelle. Et la différence entre un SPF 50 et un SPF 100 est encore plus faible. Mais il y a quelque chose bien plus important que cela. Le SPF ne mesure que la protection contre les UVB, il ne dit rien sur la radiation UVA. Et c'est là que le problème commence. Le rayonnement ultraviolet du soleil comporte deux composantes principales. Les UVB, qui sont des ondes courtes et atteignent la couche la plus superficielle de la peau, provoquent des brûlures et sont responsables du cancer de la peau. Dans les couches les plus externes, il y a aussi les UVA, qui sont des ondes longues, avec des longueurs d'onde de 315 à 400 nanomètres, qui pénètrent jusqu'aux couches les plus profondes du derme et ne provoquent pas de brûlure visible, mais endommagent l'ADN dans les couches profondes, accélèrent le vieillissement cellulaire et contribuent au risque de mélanome. Les UVA traversent le verre des fenêtres, traversent les nuages et sont présents toute l'année, pas seulement en été. Ce sont ceux que tu ne vois ni ne ressens, mais qui agissent en profondeur. Et une crème solaire avec un SPF 50, si elle n'est pas à large spectre, peut bloquer 98% des UVB tout en laissant passer la majeure partie des UVA. Ce qui signifie que tu n'as pas de coup de soleil, c'est-à-dire le signal d'alarme visible. Mais tu es tout de même exposé à une radiation qui te nuit en profondeur sans t'en rendre compte et pendant des heures. Cela a une conséquence pratique importante.
Un indice SPF élevé dans une crème solaire qui n'est pas à large spectre peut donner une fausse impression de sécurité. Tu restes plus longtemps au soleil parce que tu ne brûles pas, mais les UVA agissent sans qu'aucun système d'alerte ne te le signale. Pour que la protection soit complète, tu as besoin d'une protection contre les UVB et les UVA. Et cela est indiqué sur l'étiquette par la mention Broad Spectrum ou large spectre. Et sans ces mots sur l'emballage, le chiffre SPF ne te raconte que la moitié de l'histoire. Et il existe une troisième idée reçue sur le SPF qui mérite d'être mentionnée. Le SPF n'est pas un multiplicateur de temps. Cela ne veut pas dire que si tu brûles normalement en 10 minutes avec un SPF 30, tu peux rester 300 minutes au soleil. Le SPF mesure la quantité d'énergie UV supplémentaire nécessaire pour provoquer une brûlure, pas combien de temps tu peux être exposé. L'intensité du soleil varie au cours de la journée et la plupart des gens appliquent beaucoup moins de produits que la quantité utilisée lors des tests en laboratoire, ce qui réduit considérablement la protection réelle. Et maintenant, il est temps pour moi de commencer à être positif. Tout ce que je t'ai raconté jusqu'à présent pourrait mener à une conclusion erronée que le soleil est l'ennemi et qu'il faut l'éviter. Mais c'est exactement le contraire de ce que dit la biophysique. Le soleil n'est pas un problème à résoudre. En réalité, c'est un stimulus biologique avec lequel ton corps coévolue depuis des millions d'années. Et lorsqu'il est reçu au bon moment, dans la bonne quantité et sans bloquer les mécanismes qui l'activent, c'est l'une des interventions les plus puissantes qui existent pour la santé humaine. Je te rappelle exactement ce que fait le soleil dans le corps. La première et la plus connue, c'est la vitamine D. Lorsque le rayonnement UVB du soleil frappe le 7-déhydrocholestérol de la peau, de la vitamine D3 est produite. Mais il y a quelque chose que presque personne ne sait à propos de ce processus. Cela ne se produit pas à n'importe quelle heure. La synthèse de la vitamine D nécessite que le soleil soit suffisamment haut à l'horizon pour que les UVB atteignent la surface terrestre avant 10 heures du matin et après 15 heures en été, et avec une marge encore plus grande en hiver. La synthèse de vitamine D est pratiquement nulle, même si vous êtes exposé au soleil. Cela a des conséquences pour ceux qui cherchent à obtenir de la vitamine D en s'exposant au soleil uniquement tôt le matin, car ils reçoivent la lumière du soleil, mais ils ne synthétisent pas de vitamine D en quantité significative. Deuxièmement, un aspect moins connu et biophysiquement plus intéressant, l'oxyde nitrique. Lorsque le rayonnement UVA frappe la peau, il active la libération d'oxyde nitrique à partir des réserves présentes dans la couche la plus superficielle du derme. La peau humaine stocke de l'oxyde nitrique en quantité significativement supérieure à celle qui circule dans le sang. Et lorsque le soleil l'active, cet oxyde nitrique passe dans la circulation sanguine. Que fait l'oxyde nitrique dans les vaisseaux sanguins? Il les détend. C'est un puissant vasodilatateur. Il élargit les artères, réduit la résistance vasculaire et fait baisser la pression artérielle. En 2014, des chercheurs des universités de Southampton et d'Édimbourg ont publié dans le Journal of Investigative Dermatology une étude qui a démontré ce mécanisme directement chez l'humain. Ils ont exposé la peau de 24 volontaires sains à une irradiation UVA lors de 2 séances de 20 minutes. Lors d'une séance, ils ont reçu à la fois le rayonnement ultraviolet UVA et la chaleur des lampes. Et lors de l'autre, ils ont bloqué les rayons ultraviolets et laissé passer uniquement la chaleur. Quel a été le résultat? La pression artérielle a diminué de façon significative pendant 1 heure après l'exposition aux rayons ultraviolets, mais pas lors de la séance de chaleur seule, la pression n'a pas baissé. Et les niveaux de vitamine D ne se sont modifiés dans aucune des 2 séances. Ce que cela démontre, c'est que l'effet cardiovasculaire n'est pas produit par la chaleur, il n'est pas produit. La vitamine D non plus, c'est spécifiquement le rayonnement ultraviolet qui le produit en activant l'oxyde nitrique dans la peau. Ce sont 3 choses différentes qui voyagent ensemble lors d'une journée ensoleillée, mais qui agissent par des mécanismes complètement indépendants. Et cela a une implication directe.
Un supplément de vitamine D ne peut pas reproduire cet effet, car le mécanisme ne passe pas par la vitamine D. Ce qui l'active, c'est la peau découverte, exposée à la lumière solaire directe en plein air. Et ici, il y a une bonne nouvelle. Les UVA qui activent l'oxyde nitrique sont présents aussi bien dans le soleil du matin que dans celui du soir. Les deux moments fonctionnent. 20 minutes à l'un ou l'autre moment avec les bras et les jambes découverts. C'est suffisant pour activer ce mécanisme. Et les recherches scientifiques ajoutent encore quelque chose. L'effet ne s'arrête pas. Quand tu rentres à la maison, les études montrent que la libération d'oxyde nitrique dans la peau continue pendant des heures. Après l'exposition, elle atteint son pic maximal environ 48 heures plus tard. Par conséquent, tu n'as pas besoin de le faire tous les jours pour maintenir le bénéfice, il suffit de le faire régulièrement. C'est l'une des interventions cardiovasculaires les plus puissantes et les plus accessibles qui existent, disponibles chaque matin et chaque soir, gratuitement. Sans appliquer aucune crème et sans avoir à lire aucune étiquette pour vérifier. Troisièmement, la signalisation circadienne. La lumière du soleil, en particulier la lumière du début de matinée, qui est riche en fréquences à faible énergie, active les photorécepteurs de la rétine qui synchronisent l'horloge circadienne. Et cela régule le moment où la glande pinéale produit de la mélatonine, le moment où le cortisol augmente et diminue, ainsi que le rythme de dizaines de processus hormonaux. Nous avons déjà parlé de cela dans d'autres vidéos de la série, mais il y a ici quelque chose d'important que je dois te signaler. La lumière du soleil du début de matinée ne synthétise pas la vitamine D, mais elle calibre bien l'horloge biologique. Et la lumière de midi synthétise la vitamine D, mais elle a un plus grand potentiel de dommage. Si l'exposition est prolongée, il est important de comprendre qu'il s'agit de moments différents pour des fonctions différentes. Et maintenant vient la grande question. Quand le soleil est-il un médicament ? Eh bien, c'est très simple. Lorsque l'exposition a lieu au moment où l'indice ultraviolet est le plus bas, c'est-à-dire pendant la première heure du matin et la dernière heure de l'après-midi. Quand tu le fais sans crème ni filtre, car à ces moments-là, les ultraviolets B sont minimaux et les bénéfices de la signalisation circadienne et de l'oxyde nitrique sont maximaux. Et aussi lorsque l'exposition a lieu pendant les heures centrales de la journée, mais sur de courtes périodes, de 10 à 20 minutes. Avec une peau exposée sur de grandes surfaces, c'est-à-dire les bras, les jambes, le dos. Pour la synthèse de la vitamine D, si tu fais attention à ne pas t'exposer trop longtemps, il n'y aura aucune brûlure. Le problème, donc, ce n'est pas le soleil. Le problème, c'est l'exposition chronique et intense, sans avoir effectué une adaptation progressive, surtout pour les peaux qui n'ont pas vu le soleil depuis des mois. Un Espagnol, un Nord-Américain ou un Colombien qui passe l'hiver à l'intérieur et arrive à la plage en juillet avec une peau non adaptée. Et il s'expose pendant 6 heures, là il prend vraiment un risque réel. La solution, donc, ce n'est pas de se couvrir de crème solaire toute l'année. La solution, c'est d'entretenir une relation intelligente avec le soleil, et cela se traduit par quelque chose de simple, mais qui demande un peu de discipline. S'exposer de façon progressive, graduelle, au bon moment et utiliser une protection lorsque l'intensité est prévue élevée et la durée d'exposition longue. Mais avant d'entrer dans les alternatives que je vais te proposer, je voudrais faire une pause un instant. Cette chaîne existe parce que je crois que l'information partagée ici mérite d'atteindre tout le monde, sans filtre, sans sponsor, sans engagement envers qui que ce soit, et j'aimerais que cela reste ainsi. Mais maintenir cette indépendance a un coût réel, en temps, en études, en recherche sur les avancées scientifiques et en heures de préparation des scripts et de vidéos. Si la chaîne t'apporte quelque chose, si tu sens que ce que tu apprends ici change ta façon de comprendre ta santé, il y a un moyen pour que ce travail puisse continuer à se développer, en devenant membre de la chaîne et en soutenant comme mécène avec une petite contribution si tu le peux, si c'est possible pour toi. Et qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que tu feras partie d'une communauté plus proche. Une communauté où la conversation pourra être plus directe et plus profonde. Et lorsque tu auras besoin de moi, je pourrai t'accorder plus d'attention si une question te vient à l'esprit et mérite une réponse attentive.
Mais ce n'est pas tout. Cela signifie aussi quelque chose de plus que je construis petit à petit. Une sélection de ressources vérifiées, c'est-à-dire des produits dont je parle sur la chaîne, que je connais, dont je connais la qualité, sur lesquels je peux répondre, parce qu'il y a beaucoup de bruit là-dehors, comme tu le sais. Et l'une des choses que vous me demandez le plus, c'est où trouver ce que je recommande avec des garanties fiables. Si tu veux franchir cette étape, le lien pour t'inscrire se trouve dans la description de cette vidéo, sous l'écran et sur la page d'accueil de cette chaîne. Et si tu ne peux pas ou si ce n'est pas le moment, la chaîne reste la tienne exactement. Rien ne changera concernant ce que tu reçois ici et je continuerai à m'efforcer de faire toujours de mon mieux pour t'aider. Merci beaucoup et je continue en gardant tout ce qui précède sur la table. Passons maintenant au protocole concret. Quand tu n'as pas besoin de crème solaire, tôt le matin avant 10 heures et l'après-midi après 16 heures en été. L'indice ultraviolet à ces horaires, dans la plupart des latitudes européennes et latino-américaines, ne le justifie pas. L'utilisation d'un filtre. Le soleil, à ces moments-là, est un allié, pas une menace. Et si ton activité au soleil dure moins de 20 minutes pendant les heures de faible intensité ultraviolette, tu n'en as pas besoin non plus. Quand? Oui, tu as besoin de protection. Entre 11 heures et 16 heures en été, si tu vas être exposé plus de 20 ou 30 minutes, surtout dans des zones à forte réflectance comme les plages, la neige ou l'eau, et surtout chez les enfants dont la peau est plus fine et dont les systèmes de réparation de l'ADN sont encore en développement. Que choisir? La première condition est qu'il soit à large spectre. Sans cette indication sur l'emballage, tu ne sais pas s'il te protège contre les UVA. La deuxième condition concerne le type de filtre. En te basant sur ce qu'a établi la FDA, les seuls filtres ayant une évaluation GRACE, c'est-à-dire avec suffisamment de preuves de sécurité pour un usage régulier, sont l'oxyde de zinc et le dioxyde de titane. Ce sont les filtres minéraux. L'oxyde de zinc a un avantage supplémentaire, c'est le seul filtre qui, à lui seul, couvre l'ensemble du spectre ultraviolet B ainsi que l'ultraviolet A1. Et aussi l'UVA2. Et si tu vois que l'ingrédient actif est le zinc, l'oxyde de zinc ou le zinc oxyde comme unique ou principal actif, tu es face à l'option la plus complète. L'inconvénient des crèmes solaires minérales a toujours été leur aspect. Elles laissent un résidu blanc et c'est cet effet que l'on a souvent vu chez les sauveteurs de plage avec leur nez blanc à cause de la crème. Quoi qu'il en soit, les formulations modernes se sont beaucoup améliorées. Cela grâce à des particules micronisées qui réduisent l'effet blanchissant mais ne l'éliminent pas complètement. Je te dirais qu'il vaut mieux être blanc et ne pas être brûlé que ne pas être blanc et être brûlé. Si l'aspect cosmétique est un problème pour toi, cherche alors des formulations avec du dioxyde de titane qui laissent moins de traces blanches combinées à de l'oxyde de zinc. De cette façon, tu obtiendras une couverture complète. SPF, quel numéro choisir? Entre SPF 30 et SPF 50 pour un usage quotidien en été, la différence pratique est très faible, surtout si tu prends en compte que la quantité appliquée habituellement par une personne est toujours inférieure à celle utilisée en laboratoire. Ce qui importe plus que le chiffre, c'est la réapplication. Toutes les 2 heures, si tu restes exposé et aussi après être sorti de l'eau ou avoir beaucoup transpiré. Un SPF 30 réappliqué correctement protège mieux qu'un SPF 50 que tu mets le matin et que tu oublies ensuite. Et si l'option est destinée à être appliquée sur des enfants, utilise exclusivement un filtre minéral, l'oxyde de zinc. Sans oxybenzone, sans octinoxate, sans avobenzone, car la peau d'un enfant absorbe plus que celle d'un adulte. Et le système endocrinien en développement est le plus sensible aux perturbateurs hormonaux. Mon conseil clair à ce sujet est que pour la bonne santé, présente et future, des enfants, ce n'est pas le moment d'attendre des résultats d'expériences réglementaires. Et toi, sur l'étiquette, cherche qu'il soit indiqué ingrédient actif. Oxyde de zinc, si possible non nano, sans parfum, sans alcool, sans oxybenzone, nulle part dans la liste des ingrédients. Et maintenant, je te résume ce dont je t'ai parlé aujourd'hui. La crème solaire n'est pas mauvaise. L'idée de se protéger du soleil n'est pas mauvaise.
Ce qui est mauvais, c'est de croire que tous les filtres solaires sont identiques, que le chiffre SPF dit tout et que plus il y a de filtres et de crèmes, mieux c'est. La FDA a examiné 16 filtres solaires en 2020 et seulement 2 ont été classés comme sûrs et efficaces, l'oxyde de zinc et le dioxyde de titane. Les 12 filtres chimiques les plus utilisés au monde, y compris l'oxybenzone, présentes dans la majorité des flacons les plus vendus, sont classés comme en attente de démonstration de leur sécurité. Et les études publiées au cours des 10 dernières années ont déjà montré qu'il se produit une absorption systémique. Ils ont été détectés dans le sang pendant des semaines et possèdent des propriétés de perturbateurs endocriniens. Celles-ci sont particulièrement bien documentées pour l'oxybenzone. Le SPF ne mesure que la protection contre les ultraviolets B. Sans la mention broad spectrum ou large spectre sur l'emballage, tu ne sais pas si tu es protégé contre les UVA qui pénètrent plus profondément et causent des dommages sans provoquer de brûlure visible. Et un principe important, le soleil n'est pas l'ennemi. C'est un stimulus biologique qui agit sur la vitamine D, l'oxyde nitrique, la pression artérielle et le rythme circadien, des effets qui ne peuvent être reproduits ni par des compléments ni par aucune autre intervention. Le problème, ce n'est pas le soleil, c'est une exposition mal gérée, sans adaptation progressive, réalisée aux heures de plus forte intensité et prolongée. Pendant des heures, surtout avec les enfants, car comme je te le disais, leur peau absorbe davantage. Leur système hormonal est en train de construire son architecture et les produits que nous appliquons sur le corps des enfants à cet âge-là, durant ces années-là, ont une importance qui n'est pas immédiatement visible, mais qui a des conséquences à long terme. La solution intelligente, c'est d'avoir une relation éclairée avec le soleil, profiter du matin et du soir sans filtre, se protéger avec un filtre minéral lorsque l'exposition aux heures centrales est prolongée et utiliser cette protection avec discernement. Dès aujourd'hui, tu possèdes déjà ce discernement. La prochaine vidéo de cette série parle de quelque chose que presque tout le monde fait mal, juste après une journée au soleil. Le soin après soleil. Ce dont ta peau a besoin à ce moment-là n'est pas ce que la plupart des produits te proposent. Et la différence entre soutenir les processus que le soleil a activés et interférer avec eux est bien plus importante qu'il n'y paraît. Je t'en parlerai là-bas, ne le manque pas. Et comme je te le dis, toujours de l'avant, et je te lis dans les commentaires.